Voici notre épisode estival 266. On est passé en mode bi-hebdomadaire pour ces mois de juillet et août, nos épisodes succédant à des hors-séries de jeudi en jeudi. Cette semaine, on passe en revue l'actualité technologique vue par nos chroniqueurs. Comme toujours, il n'est pas question de parler de tout, mais bien d'une sélection d'informations épinglées par nos technico-veilleurs. C'est ainsi qu'il sera question de la vente d'eBay ou du piratage de certains comptes Twitter, mais aussi de nouveaux hybrides chez Canon et Nikon, d'une puce spécialisée en intelligence artificielle, de hacking, de crime, de béton, etc., etc. N'hésitez pas à réagir, à partager ou commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Bonne écoute. On avait dit que durant l'été, les épisodes seraient allégés, qu'on aurait moins de chroniqueurs à disposition. Ouais, moi je veux bien, mais l'actualité est assez dense pour un mois de juillet. On l'a tous constaté, en tout cas au niveau technologique, il se passe plein de trucs. Donc il y a des choses à dire, voilà. Et j'ai des chroniqueurs qui veulent absolument venir en parler. D'un côté, la Suisse, représentée par Thierry. Salut Thierry. De l'autre côté, la Belgique, Namur, représentée par Benoît. Salut Benoît. Effectivement, il y a beaucoup de choses dans l'actualité. C'est pour ça que je précisais qu'on ne peut pas parler de tout, évidemment, parce qu'il y a énormément de choses. C'est difficile de tout parcourir. Quelqu'un nous a remarqué qu'on n'avait pas par accident parlé il y a 2 semaines de la Freebox Pop en France, qui a été présentée. Non, on n'en a pas parlé parce que depuis la Belgique, c'était un petit peu difficile de vous en parler déjà dans un premier temps, et qu'on n'avait pas de chroniqueur français à disposition pour pouvoir nous faire un petit rapport. Sans doute qu'on en reparlera un petit peu plus tard, peut-être en septembre par exemple, quand tout ça se sera un petit peu tassé. Il y a plein d'autres choses dans l'actualité dont on va parler avec mes petits camarades. J'espère que vous allez bien tous les deux. Benoît? Tout à fait. Voilà. La grande forme. La grande forme. Benoît qui profite de l'été pour lire. Et on parlera justement d'ici quelques minutes. Il lit beaucoup, Benoît. Du côté de la Suisse, comment ça se passe? Je sais que Thierry a parcouru quelques kilomètres à bord de son van, par les Vaux et par Mont. Par Mont quoi? Par Montcueil. Oui, effectivement, quelques kilomètres avec Yoko, et c'est pas terminé. Ouais. C'est dur de tenir au courant sa communauté tout en travaillant et en se déplaçant, mais voilà. Ouais. Je suis très content d'être là ce soir. C'est une pause sans Yoko, oui, pour des technos bien fournis, comme tu le dis. Bien fournis, j'ai bien l'impression, effectivement. Ouais. Quelques mots et quelques remerciements pour ceux d'entre vous qui ont laissé des commentaires depuis 2 semaines maintenant sur les différentes vidéos qu'on vous a proposées. Il y a Raphaël Desnaud, c'est un nouveau venu, je n'avais pas encore vu ce prénom, mais il a commenté à plusieurs reprises des vidéos. Il semble avoir un peu de retard, ce jeune homme. Il est en train de rattraper son retard. Il est à l'épisode 234. Courage. Il va encore falloir un petit peu tracer. Encore 22 épisodes pour arriver, non, 32 épisodes pour arriver à celui-ci. Il a fait le travail déjà. Oui, il a fait le plus gros. Voilà, il lui reste du temps en même temps. Donc, comme on a allégé nous de notre côté, il garde. Voilà. On remercie également Maxime Desvaché, ainsi que Angris Boy, Domlem, Vianney Madeline, JVG, Eric Bourdin, Sombre Papa, David Regaldi, Jax, Xark, qui nous faisait une remarque justement par rapport à la Freebox. On le salue. Virginie, Nicolas Saint-Lay, Oléastre 57, Wolfgl, voilà, je le dis comme je le dis, ainsi que Battant. Merci à vous tous d'avoir laissé des commentaires. Il y en a eu d'autres aussi, mais je ne peux pas tous les citer, évidemment. N'hésitez pas, les pouces sur YouTube, les commentaires, etc. Tout ça, ça fait vivre la communauté, ça fait vivre un petit peu le podcast aussi, ça titille les algorithmes, comme on dit, et ça nous permet d'être un peu plus vus et entendus un peu partout. Ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est de passer tout de suite à notre abécédaire. Avec la lettre A comme Apple, neutre en carbone dès 2030. Benoît, je pensais que c'était déjà un petit peu, enfin que ça allait être plus tôt que ça, que la tendance était déjà à la neutralité carbone. Apparemment, 2030, c'est l'objectif. Alors, t'as pas tort, Marc. Ils sont neutres en carbone pour les opérations d'Apple. D'accord. Mais on sait bien qu'Apple sous-traite énormément d'activités. Une grosse partie de sa chaîne de valeur en fait est sous-traitée, puisque il y a
pratiquement plus d'usine Apple. Il y a une époque, ils en avaient rouvert une pour faire les Mac Pro, mais je ne sais même pas si elle est toujours ouverte. Et donc là, l'objectif, c'est dans 10 ans d'être neutre en carbone à travers toute la chaîne de valeur, donc y compris chez les sous-traitants, y compris sur les produits. Donc c'est un peu l'étape suivante, quelque part, de la promesse qu'ils avaient lancée il y a quelques années. Et donc l'idée, c'est de relancer un grand plan pour les 10 prochaines années, avec 5 axes qui ont été identifiés. D'abord, des produits qui vont être moins consommateurs de carbone, moins consommateurs d'énergie, en recyclant, en améliorant différents procédés de fabrication. Augmenter l'efficacité énergétique des produits, donc utiliser moins d'énergie pour faire la même chose. Tiens, Apple Silicon peut-être. Augmenter évidemment à travers toute la chaîne de valeur l'utilisation d'énergie renouvelable. Hein. Apple aujourd'hui produit 80% de son énergie et achète les 20% d'énergie qui lui manquent en énergie verte, mais ça c'est pour leurs opérations. Donc là l'idée c'est de pouvoir le faire également pour l'énergie de leurs sous-traitants, les usines de leurs sous-traitants, etc. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'amélioration des procédés et des matériaux en utilisant, par exemple, Apple utilise beaucoup d'aluminium qui peut être assez consommateur en énergie et donc en carbone pour être produit. Et donc, ils travaillent à mettre en place de nouveaux matériaux qui vont être plus efficaces. Et enfin, investir dans les forêts, etc., pour réduire, pour recapturer du carbone qui aurait été libéré par d'autres activités. Donc c'est quand même un plan très ambitieux puisque c'est passé... Mais en même temps, on voit que Apple s'engage un petit peu dans l'opération, mais c'est quelque chose qu'on commence à voir à travers d'autres industries qui, comme Apple, ont été assez tôt, et comme tu le disais Marc, mais ça fait des années qu'ils disent qu'ils veulent être neutres en carbone, qu'ils le sont, etc. Oui, donc l'étape après, c'est d'être neutre en carbone à travers toute sa gamme de produits. Et pour la petite histoire, l'étape encore après, mais ça viendra sans doute un petit peu plus tard, c'est d'être neutre à travers la durée de vie des produits. Donc là, ils ne sont pas encore sur ce niveau d'engagement, mais c'est quand même un gros, fort, important et bel engagement qu'Apple prend ici. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, maintenant, ils ont engagé une directrice qui a fait un peu de, on va le dire comme ça, de greenwashing. Le terme est un petit peu péjoratif, mais c'était le but aussi, parce qu'il y avait beaucoup de critiques aussi sur la composition de certains objets produits par Apple. Je pense au chrome, je pense dans les écrans, des choses comme ça, et que voilà, du coup, on l'a vu, et même dans certains rapports de Greenpeace, si je ne dis pas de bêtises, Apple est relativement bien placé par rapport à l'éthique et à l'éthique écologique également. Je ne sais pas si Thierry avait un commentaire à ajouter par rapport à ça. Rien spécial. Non, je me réjouis de voir concrètement comment ils vont mettre ça en place. Parce qu'effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on parle de cette volonté d'Apple de se rendre plus clean. Il me semble qu'il y a moins d'une petite année, on avait justement déjà évoqué ça. C'était peut-être au travers des produits. Non, ça me fait juste penser à la WDC qui a eu lieu en faux live. Oui. C'est fou le nombre de gens qui réalisent que tout compte fait, le non présentiel, ça peut être pratique et c'est peut-être aussi plus écolo, je sais pas. Quand tu n'as pas besoin de faire déplacer autant de gens pour simplement voir quelque chose que tu peux regarder en ligne. En tout cas, moi, je constate autour de moi beaucoup de gens se dire bon, ben maintenant, on va arrêter peut-être de faire venir un gars depuis l'Australie juste pour une conférence de 2 heures. C'est peut-être pas si utile que ça. Certains diront qu'une conférence en ligne n'est pas nécessairement totalement neutre carbone non plus, parce qu'il y a des serveurs, voilà. Donc il faut, c'est pas zéro émission pour le coup, mais ça fait partie, quelque part des évolutions possibles dans l'avenir. Enfin, ça c'est encore un tout autre débat. Il faut encore voir, dans quel secteur des sociétés telles qu'Apple, parce que c'est pas que Apple, tout le monde s'y est mis un petit peu. Dans quel secteur ils vont pouvoir investir pour contrebalancer leur pression et leur empreinte écologique qui voilà, ils ont une activité, donc ils vont pas pouvoir la réduire à zéro, donc il va falloir compenser, et dans quel secteur ils vont pouvoir aller compenser cette empreinte écologique. Benoît. Ce qui est intéressant dans ce genre de choses, c'est qu'il faut bien voir qu'il y a une progression en fait. Donc effectivement, au début, à peu près tout le monde commence en disant on va compenser, puis on se rend compte que ça coûte cher de compenser, et ça crée une pression pour diminuer
parce qu'on voit bien ici que l'objectif, en s'appuyant sur l'expérience qu'ils ont acquise sur leur process interne, c'est de dire, OK, mais si on essaye simplement de compenser, de planter des forêts pour compenser la production de nos produits, on ne va pas y arriver. Donc il faut accompagner ça d'une démarche où les produits vont avoir vont déjà être moins impactants, en fait, quelque part. Il faut être sur tous les fronts. Petit à petit, on peut espérer. Voilà, c'est ça. Le fait de mettre un coût, un effort sur la diminution, ben, ça entraîne forcément que du coup, on se dit, oui, mais attends, ceci qui coûtait cher, on ne l'aurait pas fait parce que ça nous coûtait de l'argent, ben maintenant, en fait, ça nous permet d'économiser telle action carbone, et donc brusquement, ça devient très intéressant. Ouais. Affaire à suivre, comme dans tous les cas, en tout cas, dès qu'il y a une annonce qui va dans ce sens-là, nous on s'en fait l'écho parce que c'est même si effectivement il y a de la com derrière aussi, mais je pense qu'il y a aussi des actes. Maintenant, on peut plus passer à côté. Et quand on voit que certaines entreprises, dont je ne citerai pas le nom, ne jouent pas le jeu et en tout cas ne font pas montre d'une certaine clarté dans leurs activités, là où ils vont chercher les matériaux, comment ils sont, enfin, côté éthique, on va dire, de la production, je pense qu'à un moment donné, c'est vous qui faites la différence en faisant des choix au moment de l'achat. Par exemple aussi, vous avez des moyens de rétorsion, de pression également de cette manière-là. On passe à la suite. Passons à la suite. La lettre B comme béton. Alors, c'est pas neuf comme info, mais on en parle de plus en plus. On imprime maintenant des maisons avec des espèces d'énormes imprimantes 3D, Thierry. Et tu voulais en parler aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je suis devenu un spécialiste du béton, en tout cas celui qu'on utilise pour l'impression 3D. Puisqu'effectivement, dans la veille technologique opérée par tous nos collègues des technos, j'ai vu passer une info qui parlait effectivement d'une société belge qui imprime des maisons en béton. Et il fallait que je vous parle d'une boîte suisse qui fait presque la même chose. En fait, voilà, dans les périples que j'ai eu l'occasion de vivre avec Yoko à la rencontre d'une dizaine d'entrepreneurs, d'innovants, en fait, effectivement, de personnes qui ont, on va dire, réinventé l'industrie, celle qu'on appelle l'industrie 4.0. J'ai fait connaissance avec une start-up suisse qui, elle aussi, est dans l'impression 3D, dans l'impression à base de béton. Sauf que, eh bien, j'ai appris quelque chose. On vous découvre maintenant à l'image la grosse différence. Alors, certes, il y a un robot, certes, il y a de l'intelligence artificielle, il y a de la programmation, il y a effectivement beaucoup d'informatique. Mais ce qu'on voit à l'image, eh bien, c'est probablement le méchant concurrent à ces fameux robots qu'on a vus tout d'abord en Chine, qui imprimaient effectivement des maisons en béton, parce que j'ai appris la grosse différence qu'il y avait entre ces deux systèmes. On voit à l'écran le résultat, tout lisse, tout beau, tout propre. Ouais. C'est qu'en fait, le système relaté dans la news, là en Belgique, mais on pense tout de suite aussi à ces imprimantes chinoises qui nous impriment une maison. On a vu ça aussi aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle du béton vibré, c'est-à-dire on le secoue et on le laisse couler. Voilà pourquoi, effectivement, ce qu'on voit très souvent, les murs sont composés en zigzag, puisqu'on fait couler le béton pour ainsi l'amasser et le faire prendre pour qu'il puisse ainsi constituer des murs, des parois et une maison. La grosse différence avec la technologie de chez nos amis Mobot, pour Mobile Robot, eh bien, en fait, c'est du béton pulsé, c'est du béton qui est craché, qui est projeté, voilà exactement le terme adéquat, et on lui confère effectivement une meilleure solidité, une meilleure prise, et puis pour la petite histoire, ce système permet justement de faire du béton armé. J'ai été épaté parce que j'ai rencontré des passionnés du béton et je ne pouvais pas ne pas vous parler de cette technologie au regard de la news qu'on a pu voir dans nos flux de veille d'actualité technologique. Voilà. Oui, alors, rien de nouveau, oui et non. Je pense qu'il y a quand même une belle concurrence qui est en train de se marquer pour la petite histoire, mais je vous laisserai me poser des questions parce que je vous sens très, très demandeur de savoir plus sur cette technologie de béton, à base de béton. Eh bien, en fait, il y a un élément de poids. Et là, je vais rejoindre le sujet de tout à l'heure de Benoît, c'est qu'on est dans une super efficacité en matière d'usage de matières premières.
que ce soit le béton lui-même, l'eau, les mélanges. On est dans une efficience vraiment bluffante, puisqu'on va consommer que ce dont on a besoin pour construire ces pièces. À l'heure d'aujourd'hui, effectivement, ce sont des pièces sur mesure, mais le système permet n'importe quel type d'application. Ici, je ne veux pas minimiser, mais on était quand même face à une construction d'un bâtiment en Belgique. Hein, c'était ça l'annonce. C'est véritablement quelque chose d'habitable, avec des aménagements, etc. On voit ici, ceux qui ont l'image constateront qu'il y a encore le portique avec la partie qui supporte, on va dire, la buse. Hein, quand on utilise une imprimante 3D, c'est cette partie qui projette donc normalement un plastique. Ici, c'est du béton, mais il y a tout un portique qui est autour de ce bâtiment. Alors, un énorme bâtiment, hein, mais enfin quand même, je pense quelques dizaines de mètres carrés quand même, hein, sur 2 étages. Donc voilà, c'est quand même un beau morceau. Alors que nos amis suisses fabriquent des parpaings, en gros. Enfin, des grands parpaings, mais c'est pas tout à fait la même technologie en termes de projection. Ça, tu l'as dit, mais on est sur des structures, j'ai l'impression, plus petites, alors qui vont sans doute composer quelque chose de plus grand in fine, mais ici, voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas l'image, je vous l'explique, c'est un espèce de bras, le même genre de robot qu'on pourrait avoir dans une usine de voitures. Oui, par exemple. C'est du standard. Le robot n'a pas beaucoup d'importance. Oui, c'est ça. Voilà. N'importe quelle technologie. L'innovation, elle est au niveau du système de projection de béton. Voilà. Et donc, oui, alors je te donne entièrement raison. Effectivement, on n'est pas du tout dans les mêmes tailles d'applications. Et en fait, Agnès Petit, qui est aux commandes de cette startup, m'a expliqué quelque chose de bluffant. C'est qu'ils ont des clients. Et oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à acheter une maison. Ça ne veut pas dire qu'ils vont jamais faire de maison. Mais là, en l'occurrence, les pièces qu'on peut voir sur leur site internet, ce sont des commandes. On a toutes sortes de clients que je peux malheureusement pas citer, mais c'est devenu très très sérieux pour eux parce qu'effectivement, ils sont en pleine étape de R&D, mais ils ont carrément enclenché le business puisqu'ils vendent une pièce comme celle qu'on voit dans leurs vidéos. C'est à peine 15 minutes d'impression, là où il faudrait plusieurs heures et des moules et une manutention un peu complexe. Et force est de constater que eux, ils se frottent les mains, ils sont vraiment heureux parce que ils sont dans une phase montante, ils ont des clients et ils ont des commandes à plus en finir. Là où peut-être la maison imprimée en 3D, on n'est peut-être pas tous prêts à passer au porte-monnaie ou à faire confiance à cette technologie pour se faire construire une habitation. On est plus ici avec MobBot, c'est ça, hein, MobBot, sur des pièces modulaires, hein, quelque part, des chemins de câbles, sans doute aussi des systèmes d'égouttage et des choses comme ça, qui peuvent être construits à façon en atelier par un robot. Voilà, c'est intéressant, c'est impressionnant comme machine. Moi, je trouve ça assez bluffant. Donc voilà, je ne sais pas si Benoît a une remarque. Je sais que l'architecture intéresse Benoît et le design de manière générale, donc j'imagine que là on fait des formes un peu inhabituelles en architecture aussi, ça peut avoir un intérêt aussi, non? Oui, je serais curieux de voir effectivement quand on va l'appliquer, parce qu'effectivement on voit que le béton est très très lisse. Oui, c'est ça une des forces de ce système. Où tu as l'architecte qui s'était particulièrement impliqué dans la mise en œuvre du béton, parce qu'il y a visiblement... Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais il y a visiblement des techniques qui permettent d'avoir des bétons extrêmement lisses, que du coup, on peut le laisser visible, qui vont participer à l'esthétique du bâtiment, par opposition à des choses qui sont destinées à être couvertes, par exemple. Parce que esthétiquement, c'est pas très joli. Quand on voyait les maisons construites, alors il y avait la méthode chinoise, mais c'est également la méthode qui était utilisée en Belgique. On voit les couches, les strates de béton, et quand on a fait une pause parce qu'il a fallu faire revenir du béton, etc. Donc il y a des arrêts, etc. Ça peut avoir un intérêt esthétique à un moment donné. Enfin, ça peut être un parti pris artistique, même si on veut. Mais bon, c'est quand même pas méga top. Et enfin voilà, ça fait un peu maison de Hobbit, quoi. À un moment donné, tous ces murs ronds et ces portes ovales.
Ça fait un peu penser à ça, quoi. Ne vous inquiétez pas, hein, si de temps en temps Benoît tire des drôles de tête, c'est parce qu'il freeze, en fait. Mais de temps en temps, pas très longtemps. Et de temps en temps, il est un peu comme ça. Il fait des pauses visuelles. Il fait des pauses visuelles. Voilà, j'ai pas envie de vous fatiguer, les amis. Voilà, c'est ça. Donc, nous aussi, on contribue voilà, ça fait des petites économies de pixels et de compression vidéo par endroit dans l'image. Juste pour le signaler, on a le son, hein, donc tout va bien. Si vous voulez bien, on passe à la suite. Et ça va être au tour de Benoît pour cette lettre C. C pour crime, avec le crime, c'est chiant. Le titre qu'il a donné à son sujet, et tu vas nous expliquer en quoi le crime c'est chiant et pourquoi tu viens avec cette idée-là dans un podcast technologique. Parce que c'est de la technologie, justement. C'est ma traduction d'un article de recherche qui vient d'être publié, qui s'intitule « Cybercrime is boring ». Donc le crime, le cybercrime, c'est ennuyeux ou chiant. Oui. Et c'est un article de recherche qui vient de sortir par l'université de Cambridge et qui en fait s'est intéressé à quelque part l'industrialisation du crime numérique. Le fait qu'on est passé également pour le crime numérique sur des technologies de type cloud. Donc en fait maintenant, quand on a tous cette image en tête du hacker comme étant quelqu'un peut-être pas très sympa, peut-être avec des problèmes de vie sociale, etc. Mais quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui a une compétence exceptionnelle. Il y en a encore quelques-uns, mais c'est grosso modo plus le cas, parce que la plupart des crimes numériques sont en fait réalisés avec des solutions un peu standardisées, quoi. C'est des softs qu'on achète, qu'on installe et puis qu'on fait tourner. Et puis comme beaucoup de gens n'avaient même pas la compétence de les faire tourner, maintenant de plus en plus on les fait tourner dans du cloud. Donc il y a des espèces de cloud pour criminels sur lesquels tourne du logiciel qui lance des attaques DDoS ou des choses pareilles, et on peut aller acheter ce service-là. J'ai découvert en lisant l'article. Hein. Ouais. Et donc, les chercheurs se sont posé la question de se dire, tiens, mais qu'est-ce que ça entraîne sur l'activité qu'ont les gens qui font tourner ces choses-là? Et en fait, ça devient du coup des tâches qui sont absolument plus les tâches un peu glamour ou montrant beaucoup de compétences qu'on imagine quand on pense au hacker, mais ça devient des tâches vraiment banales, le genre de choses qu'on fait dans un call center, quoi, donc qui n'est pas extrêmement motivant pour les gens. Et ils ont mené comme ça tout un travail de recherche en interviewant des gens, en allant... enfin bref, ils ont fait un vrai travail de recherche là-dessus. Et ils en sont arrivés à la conclusion qu'effectivement, les tâches sont très très répétitives, donc ce qui amène les gens à ne pas avoir de valeur aspirationnelle, à ne pas se dire je fais ce job-là parce que quelque part, comme c'était le cas dans les années 80, parce que c'est quelque chose de waouh, non, c'est juste, c'est un job gagne-pain, c'est assez chiant. Et du coup, il suggère le fait qu'on pourrait s'en inspirer quand on a des politiques de lutte contre la cybercriminalité pour simplement amener du burn-out, pour que les mecs en aient marre. Et visiblement, c'est assez fréquent. Donc, ils ont constaté qu'il y a pas mal de burn-out, de gens qui sont impliqués là-dedans, qui trouvent le job tellement chiant et inutile qu'au bout d'un temps, ils se retirent de ce job-là. Et donc, on a tendance, et ça c'est peut-être l'élément qui va nous parler le plus, nous, aux technos, on a souvent tendance à dire, oui, ils ont attaqué, les services de police ont attaqué tel forum, ils ont fait fermer tel truc, et puis nous on se dit, ouais, mais de toute façon ça sert à rien, il y en a un autre qui va se rouvrir à côté. Et ben, une des choses que ces chercheurs montrent, c'est que oui, mais ça épuise terriblement les équipes qui sont derrière, et donc ça pourrait être, d'après eux, une stratégie efficace de lutte contre le crime, en amenant simplement à ce que les mecs qui font ça, au bout d'un an, s'en aillent dégoûtés et arrêtent leur activité criminelle. Donc j'ai lu ça dans le train, et j'ai trouvé ça mais absolument... Enfin, c'est vraiment... Ça se lit de façon assez simple, c'est un article académique, mais il n'est pas écrit de façon très complexe, il est très facile à lire, et je l'ai trouvé vraiment intéressant, et je voulais partager avec vous cette information, parce que moi, en tout cas, ça me fait penser tout à fait autrement. Je suis des années 80, cette idée où on se dit que ouais, le hacker, c'est vraiment le mec super malin, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la réalité actuelle.
C'est vrai qu'il y a une espèce d'image que l'on se fait du hacker, c'est peut-être aussi le cinéma d'une certaine époque qui mettait le hacker, c'était le gars un peu asocial, qui a pas de petit ami, le geek, plus le nerd d'ailleurs que le geek, si on veut, mais qui voilà, qui pour se venger de la société quelque part fait des méfaits, voilà, sans vraiment chercher nécessairement à avoir en tirer un profit, son seul profit étant le plaisir d'avoir cassé quelque chose. C'est un espèce de voyou, quoi, en fait. Ici, c'est quand même différent. On est sur un autre, voilà, on est loin de cette image-là. On est très loin de cette image-là. Je sais pas ce qu'en pense Thierry, qui n'aime pas friser, lui, par contre. Ah non, il n'est pas attaqué. Il n'y a que moi qui suis attaqué ici. Oui, ça, c'est bizarre. C'est très étrange. Ça vient de Suisse. C'est une attaque suisse-belge. Non, ce que ça m'évoque, c'est de savoir qu'effectivement, l'imagerie populaire autour du hackers, le pauvre lui fait porter tout le temps les mêmes types de vêtements. Oui. Il lui faut un sweat à capuche. C'est horrible parce que ça doit être juste terrible de travailler derrière son ordinateur en ayant chaud à la tête. J'ai une pensée émue pour tous ces hackers qui sont obligés de s'habiller de la même manière depuis tant d'années. Voilà. Non, mais c'est marrant. Ça fait penser à une vidéo assez marrante. De temps en temps, je flâne comme ça sur YouTube. Il y a un gars qui s'appelle Sando qui aime aller débusquer les arnaqueurs. Et il se trouve que pendant un appel téléphonique dans lequel justement il essaye de débusquer un arnaqueur, il tombe sur un abonné de sa propre chaîne qui est lui-même arnaqueur. Donc il joue le jeu pour que lui il ait son enregistrement, puis après ils échangent à bâton rompu et c'est assez marrant d'entendre cet arnaqueur qui s'exprime comme ça. Alors il donne pas tous les détails, il est pas fou non plus, mais il s'exprime comme ça de façon ouverte en disant, tu sais, on est plein dans le métier à regarder ta chaîne parce qu'on apprend plein de trucs. On regarde qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce que tu as trouvé. Et donc, le pauvre animateur, le pauvre youtubeur est maintenant obligé d'agrandir son équipe et avoir ainsi d'autres voix parce qu'il fait beaucoup d'appels téléphoniques. Et là, c'était marrant de voir qu'en plein débusquage, ils se retrouvent à se parler entre eux, donc entre abonnés et youtubeurs. Voilà, donc, et je pense que le monsieur s'habille pas avec une capuche. Mais c'était assez intéressant de voir les petits, les propos qu'il avait. On est sur du social engineering, du reverse engineering social. Enfin, je sais plus quel est le terme en français, puisque là, tout se passe par téléphone et par email. C'est assez bien foutu et les gars se sortent des véritables salaires, quoi. C'est assez bluffant. Voilà, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas. C'est un autre débat. En tout cas, vous irez lire, on vous met le lien vers cette étude qui peut se lire aussi comme un roman. J'avais juste lu le titre et le début, je me dis tiens, ça doit être sympa, mais je n'avais pas approfondi et manifestement, voilà, ça va certainement vous intéresser. Cette histoire de crime un peu chiant. Voilà, on a dit un gros mot. Benoît, encore, pour parler de D comme Disney, avec des nouvelles en tout cas, un nouvel algorithme, FaceSwap. De quoi s'agit-il, Benoît ? Eh bien, c'est donc un nouvel algorithme qui s'appelle FaceSwap. Et voilà. Je pense particulièrement à Thierry en faisant la news, puisque c'est Disney Research qui a réalisé qui présente l'algorithme en collaboration avec l'Université de Zurich. Voilà. Donc ça, je me suis dit que ça plairait à Thierry. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est un algo qui est capable de prendre un visage et de le remplacer par un autre visage. Donc tu vas pouvoir prendre une personne et remplacer par une autre personne et avoir le mouvement, etc. Qui va coller en fait, tu vois, à ce que la personne a filmé, à ce que la personne dit, etc. Pour ça, c'est un algorithme basé sur de l'apprentissage, donc c'est un algorithme de deep learning. Je vais vous passer les détails, vous irez voir, si vous vous intéressez, il y a une petite vidéo dans le lien. Et, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais en gros, ils ont visiblement très fortement amélioré l'efficacité de l'algorithme sur deux plans. D'abord, le rendu est nettement meilleur, mais comment ils arrivent à un rendu nettement meilleur ? Ils sont beaucoup
beaucoup plus efficaces que les algorithmes qui les précédaient. Ce qui veut dire que du coup, ils peuvent travailler avec des résolutions auxquelles les autres algorithmes ne savaient tout simplement pas accéder. Donc ils travaillent en 1024 sur 1024 pixels, ce qui, pour un visage qui se trouve sur une image et qui n'est pas en très très gros plan, c'est une bonne définition pour les visages, là où d'autres algorithmes arrivent péniblement à faire, avec une qualité moindre, 128 sur 128 pixels. Donc on est vraiment, on a considérablement amélioré la qualité. Ils ont aussi amélioré différents paramètres sur comment les tonalités vont se matcher, etc. Et je me suis dit, tiens, Disney Research, pourquoi est-ce que ça les intéresse, ce genre de choses? Et en fait, c'est notamment pour cette tendance qu'on voit beaucoup maintenant dans les studios, qui est de faire revivre des acteurs décédés, en faisant apprendre au système le comportement de l'acteur et en le faisant rejouer le nouveau rôle. Donc, ils prennent l'exemple de Princesse Leia, par exemple, dans les derniers Star Wars, où ça a visiblement représenté un effort extrêmement important de faire revenir Princesse Leia jeune dans l'épisode 8, si je ne me trompe pas. Et en fait, avec leur algorithme, ils peuvent produire la même qualité d'image avec un effort nettement inférieur. Et donc un coût nettement inférieur. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à voir beaucoup plus encore que ce qu'on voit maintenant, peut-être d'acteurs qui sont rajeunis, qui sont ramenés à la vie, etc. Ça fait un peu peur, hein. Enfin, je veux dire, moi, oui, je suis un peu hésitant parce que je me dis que la tentation, alors si c'est pour faire apparaître, enfin c'est un artifice, un de plus dans tout l'arsenal que le cinéma peut utiliser dans ce qu'on appelle communément les trucages. Voilà, c'est un trucage de plus. Je dis, voilà, la dérive serait de dire, on a un bon acteur, on va lui faire jouer tous les rôles. Voilà, donc ça va nous faire des économies quelque part en termes d'acteurs. Ça, je trouverais ça quand même un petit peu dommage quand même. Donc voilà, j'ai un peu peur de ce qu'on pourrait en faire dans de mauvaises mains, comme toute technologie, tu me diras. Ça c'est clair qu'on peut comme ça torturer toutes les technologies existantes pour en faire du bien et du mal. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est bluffant technologiquement. Enfin, on voit, parce qu'effectivement, on n'a pas besoin de transformer toute l'image pour arriver au résultat. Il n'y a qu'un visage à changer, avec plus ou moins de succès. On voit qu'il y a des fois des... Non, mais ceux qui ne sont pas bons, c'est la démonstration des autres algorithmes. C'est ça, voilà. Si tu suis le lien, tu vas voir effectivement plusieurs exemples. Et ils ont fait une chouette petite vidéo de présentation qui prend des algorithmes classiques, précédant leur algorithme, et qui te montre effectivement la différence, les améliorations sur les différents points sur lesquels ils indiquent clairement quel est l'algorithme qui est utilisé pour chaque image, chaque test en fait, mis l'un à côté de l'autre, et on voit effectivement qu'il y en a qui sont vraiment catastrophiques et d'autres qui fonctionnent mieux, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc moi je trouve ça, enfin voilà, d'un point de vue technique, je trouve ça génial. D'un point de vue éthique, j'y mets des guillemets, attention danger, quoi, parce qu'on pourrait faire parler n'importe qui pour faire dire n'importe quoi, et comme les gens ont tendance à croire ce qu'ils voient, il y a quand même un risque. Je sais pas ce qu'en pense Thierry, je le voyais faire une moue dubitative aussi. Oui, je suis un petit peu du même avis que toi. J'étais en train de me dire, jouer à nouveau un acteur qui n'est plus de ce monde. Qui va être payé pour ce travail? Est-ce que les ayants droit, est-ce que les successeurs toucheront le cachet de ce travail? Puisqu'effectivement, il faut un acteur, mais on va utiliser l'image d'un autre. Moi, je trouve intéressant, et merci Benoît de faire un peu de lumière sur nos universités, nos hautes écoles technologiques ici de Suisse. Je suis à me dire que maintenant, il sera plus possible avec des moyens techniques d'identifier une vraie d'une fausse image et vice-versa. Il y avait des algorithmes, par exemple, Adobe a très vite bossé là-dessus pour dire, voilà, nous, on peut encore vous aider pour dire sur une photo si elle a été retouchée ou pas. Je pense que ça va être de plus en plus compliqué, de plus en plus dur d'arriver à pouvoir prouver le vrai du faux, que ce soit dans l'image fixe comme dans l'image vidéo. Ces technologies nous amènent à montrer que on va se faire avoir. Oui. Après, quels sont les usages, qu'est-ce que ça va donner? Je suis pas là à me faire du souci sur le marché de l'emploi des acteurs, des comédiens. Au contraire,
On avait vu avec Avatar, c'était un vrai job de travailler avec tous ces capteurs, de travailler en studio, de travailler les mimiques, puisqu'ils étaient équipés d'une caméra très proche du visage. Donc, non, c'est pas ça qui me fait peur. C'est plutôt effectivement le coût des ayants droit et puis après les usages qu'on va faire de tout ça. On a vu qu'il y a pas mal de stars hollywoodiennes qui s'étaient très vite plaintes du face swapping, des deepfakes, parce qu'effectivement, toutes ces belles actrices s'étaient retrouvées dans des films un petit peu trop dénudés. Mais voilà, elles n'avaient pas tourné. Voilà. Il y avait quelqu'un qui avait évoqué la possibilité de légiférer là-dessus, justement, sur ces images fabriquées, de devoir y laisser une signature, quelque part, un truc imperceptible à l'œil nu, hein, mais que l'on puisse utiliser, du point de vue juridique, en disant non, ça, c'est pas une vraie image, il y a une griffe, une signature, un cachet, un tampon, je ne sais pas comment l'appeler. Je ne sais plus qui avait évoqué cette possibilité-là. Évidemment, j'imagine que les pirates ou ceux qui veulent faire un méfait de ce type-là auront vite fait, effectivement, de ne pas utiliser le sceau, il ne faut pas non plus si la branche sur laquelle ils sont assis. Je ne sais pas si Benoît avait un truc à rajouter là-dessus pour sa défense. Tu nous as porté un sujet. Tout va bien. Voilà, tout va bien, donc on peut passer à la suite. La lettre E comme eBay, c'était l'actu de cette semaine. Une grosse vente. eBay qui se fait racheter. Je ne sais pas qui nous en parle d'ailleurs, c'est Thierry, hein, je pense. C'est qui moi, voilà. Parle de ça. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, plusieurs de nos amis journalistes se sont un petit peu, estomaqués quand on a pris le raccourci de dire « Allez, ça y est, Le Bon Coin rachète eBay Oui, je notais aussi. Il fallait un petit peu remettre l'église au milieu du village parce que Le Bon Coin qui achète eBay, ça sentait la méchante fake news. C'est presque ça, parce qu'effectivement, Le Bon Coin, comme j'ai la liste sous les yeux, on a Le Bon Coin, l'Argus, le Dénicheur, une flopée de sites français font partie en fait d'un groupe bien plus gros que le site du Bon Coin, qui est une référence en France. Je n'ai pas la chance de l'utiliser parce qu'effectivement, je ne suis pas sur le bon territoire. Mais tout ça, c'est sous l'égide, sous la gould de Adevinta, si ça se prononce comme ça, qui, ça y est, se lance sur une opération d'achat qui a priori est confirmée, puisqu'effectivement, il y a déjà eu un accord qui a effectivement déjà des sommes qui ont été déjà balancées sur le rachat de eBay Classified Group, donc le fameux site de petites annonces et de vente aux enchères que l'on connaît, qui avait déjà aussi changé de main dans toute l'histoire de eBay. Oui. Ça n'arrête pas. Ce qu'il faut voir là, au-delà du gag du Bon Coin qui achète eBay, c'est que ces groupes qu'on voit pas très bien, qu'on a aussi, par exemple, nous ici en Suisse, on a un très grand groupe de presse qui était parti dans le journal gratuit et puis qui se retrouve à racheter des sites de petites annonces, des sites de vente aux enchères. On a encore un site qui reste encore autonome, mais la plupart de ces acteurs sont tous sous l'égide d'un grand groupe, comme ici en Suisse, un groupe de presse. Et là, pour le coup, ici en France, eh bien, ces différents sites sous la houlette de Adevinta, c'est qu'en fait, ces groupes achètent des communautés. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est vrai que de l'extérieur, on se dit, mais racheter eBay, quel intérêt qui vend encore sur eBay? Il y a encore beaucoup de business qui se fait. Il y a pas mal de gens qui se sont réinventés le dropshipping sur eBay, même si l'interface est toujours aussi catastrophique, aussi peu engageante, aussi buggée. eBay reste un incontournable de la vente en ligne. On l'a surtout vu pendant cette période de crise. Tous ces gros acteurs ont fait des plus 15, 20, 25% de chiffre d'affaires habituel. Et là, ce groupe se rachète une communauté qui est juste incontournable, puisque eBay œuvre bien principalement aux États-Unis, mais sur l'est de la planète, avec 13 pays, dont 12 marques différentes. Donc ça représente pas mal de monde. Une jolie opération, effectivement, sur le final par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, c'était juste pour préciser, c'est pas le Bon Coin, c'est plutôt c'est pas l'inverse. le Bon Coin qui rachète, c'est la maison du Bon Coin, on va dire ça comme ça, qui a sorti pour 8 milliards d'euros quand même, une bonne telle, accessoirement, voilà. Mais ça fait du coup, l'Europe est leader en petites annonces.
du coup. Donc oui. Ça, c'est quand même, voilà, il faut le souligner aussi au passage. C'est une belle opération, enfin moi je pense, hein, en tout cas, parce que c'est, voilà, comme tu le disais, c'est des communautés, c'est des data aussi, hein, c'est, parce qu'on sait bien que le modèle économique, par exemple, du Bon Coin, c'est pas vraiment de vendre des annonces, c'est plutôt de traiter les données, et donc voilà, ça fait partie aussi du jeu, quelque part, mais autant le savoir. Bon, ben voilà, je sais pas si Benoît avait un truc à rajouter là-dessus, pas client du Bon Coin, pas client d'eBay. J'ai acheté un flambeau doux récemment chez eBay. D'accord. Les gens qui regardent Top Chef sauront de quoi il s'agit. Ah, écoute, allez regarder Top Chef. Moi, mon intérêt aussi. C'est le seul endroit où on en vendait. De quoi s'agit-il pour pas mourir idiot non plus? C'est un ancien accessoire de cuisson où tu fais fondre du lard, et avec le lard fondu, tu fais une espèce de cuisson au barbecue, un complément de cuisson au barbecue. Mais il y a eu, pour les gens qui regardent Top Chef, il y a eu un des candidats qui a utilisé ça de façon assez spectaculaire. Et il se fait que c'était juste avant la fête des pères, et ma femme me dit: mais qu'est-ce que tu veux pour ta fête des pères? Ça. Oui, ça, c'est l'occasion. Pour une fois que ça va dans l'autre sens. Hein, Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien. Très, très je suis en train de regarder si c'est encore disponible en replay. Non, sans rire, parce que voilà, oui, je suis en train de regarder, je peux pas vous montrer l'image, mais effectivement il y a encore quelques, si pas l'intégralité en tout cas, ce qu'on appelle des snacks, donc des extraits des émissions sont encore disponibles en replay. Vous tapez Top Chef dans votre moteur de recherche favori et vous le trouverez probablement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire en l'occurrence. Bon, ben merci beaucoup pour ce détail. Toi, t'as déjà acheté des trucs chez eBay, via eBay, j'ai envie de dire aussi. Oui, je suis obligé de reconnaître que c'est un bon complément à nos boutiques chinoises. Alors, on trouve des produits chinois maintenant de plus en plus sur eBay, mais on a encore le vendeur particulier. Moi-même, je me suis retrouvé à vendre parce que j'essaye des fois de faire un peu de place dans toute mon électronique et informatique. Et je suis toujours épaté de savoir que ce que je vends peut partir jusqu'en Australie ou à l'autre bout de la planète. Ce que je regrette, mais ça c'est depuis le début de eBay, hein, c'est l'interface, c'est l'ergonomie de ce site qui est vraiment catastrophique. Mais en même temps, je crois qu'ils s'en foutent parce qu'il y a un tel volume d'affaires que voilà. Puis en plus, ce qui gâche encore plus le plaisir, nous en Suisse, on est dépendant de eBay Allemagne. Donc voilà, si on veut surfer en français, on va sur eBay France, et puis bien évidemment on n'a pas le même achalandage parce qu'il y a en plus la séparation des marchés. C'est un peu fatigant, même si je parle allemand, c'est pas toujours très sympa, quoi. On a eu ça en Belgique aussi, on a les deux en français, enfin origine francophone et néerlandophone. Tu voulais rajouter un truc, Benoît, je t'ai entendu. C'était juste pour dire, mais c'est exactement ce qui m'a amené sur eBay, hein, Thierry, c'est le fait que tu as effectivement certains vendeurs qui, des petits artisans, des petits vendeurs locaux qui se sont ouverts une boutique sur eBay il y a 10 ans, ça marche toujours, et ils continuent à vendre leurs produits un petit peu locaux, un petit peu artisanat, et puis du coup ils se sont ouverts à de nouveaux marchés. Et en fait c'est vrai que l'interface est pas très moderne, mais elle est fonctionnelle, ça fonctionne, ça leur permet de faire des ventes, ils ont une communauté, donc pourquoi voudrais-tu qu'ils aillent voir ailleurs? C'est vrai qu'on en avait parlé il n'y a pas tellement longtemps, mais justement avec le confinement, etc., comment certains commerçants pouvaient s'en sortir. On avait trouvé, pas exceptionnel, mais pas idiote non plus, l'idée d'un marketplace sur Facebook, par exemple, et des choses comme ça. On avait un peu évacué cette idée d'eBay, hein, parce que finalement, comme quoi, on est peut-être pas non plus les pays qui sont le plus dans lesquels il y a un taux de pénétration d'eBay le plus important, mais finalement c'est vrai que ça reste aussi une possibilité de vente en ligne sans avoir de compétences particulières en technologique, de pouvoir s'y lancer de manière assez efficace et sans grand frais, quoi. Donc voilà, autant le savoir. Et puis c'est européen maintenant. Je tiens à le rajouter. Exactement. Benoît, I comme iMac. Qu'est-ce donc cette histoire d'iMac? Benoît. C'est un institut de recherche belge
qui vient de présenter une puce destinée aux réseaux neuronaux, destinée à faire des calculs très efficaces en matière d'intelligence artificielle et surtout consommant beaucoup, beaucoup moins d'énergie parce qu'on y revient et ça devient vraiment une tendance forte, baisser la consommation d'énergie. Pour baisser la consommation d'énergie avec deux contextes, le diminuer dans les data centers ou ici, pour pouvoir la baisser suffisamment, pouvoir déporter la logique d'un algorithme d'intelligence artificielle, non plus sur un serveur, mais pouvoir le déporter sur des petits devices qui vont pas nécessairement être un ordinateur, mais qui vont vraiment être des petits devices qu'on va rendre intelligents. Alors, la news est intéressante parce que c'est un institut de recherche. Ils sont associés avec un fondeur Global Foundry pour faire un produit de démonstration, donc un produit qui peut être vendu, qui est intégré dans une solution, et donc qu'on va pouvoir acheter. Et ce qui est très intéressant dans leur démarche, c'est que ils ont vraiment conçu une puce qui est optimisée pour l'intelligence artificielle. Un des problèmes qu'on a dans l'intelligence artificielle, c'est qu'on consomme énormément de données et on va faire des calculs assez simples sur ces données, ce qui est à peu près l'inverse de ce qu'on fait avec un ordinateur classique qui fait beaucoup de calculs sur relativement peu de données en schématisant. Donc l'architecture von Neumann, qui est l'architecture de pratiquement toutes nos machines, elle est optimisée plutôt pour faire beaucoup de calculs sur un petit sous-ensemble de données. C'est pour ça que quand on doit traiter de plus en plus de données, on a commencé à mettre des mémoires caches dans les processeurs pour qu'ils aillent de moins en moins souvent accéder à la mémoire, parce que l'accès à la mémoire est en fait très coûteux. Et de la même façon qu'on l'a vu avec les GPU, où on a mis de la mémoire très accélérée pour que ça aille plus vite, on a un peu le même phénomène avec les réseaux neuronaux. Il faut que le calcul se fasse au plus près de la mémoire. Et donc, ce qu'ils ont inventé, c'est une solution où le calcul se fait directement dans la RAM. Donc, il n'y a pas un processeur qui fait le calcul se fait dans la RAM. Mais évidemment, pour pouvoir distribuer l'unité de calcul comme ça, ils ont dû simplifier les choses. C'est un calcul analogique, donc c'est un calcul beaucoup moins précis que ce qu'on va faire quand on le fait au niveau du processeur. Mais c'est pas grave, parce que pour un réseau neuronal, ça te donne quand même la même prédictabilité, donc ça te donne les mêmes résultats. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été pensé en tenant compte des caractéristiques de la manière dont les algorithmes d'intelligence artificielle fonctionnent. Et ça donne une petite pièce de silicone qui va permettre d'exécuter comme ça ce type d'algo de façon beaucoup, beaucoup, beaucoup moins consommatrice en énergie. On en est à quel stade? C'est un projet ou c'est quelque chose qui va être opérationnel ou c'est pur de la théorie pure ou... Non, c'est pas de la théorie pure, c'est un produit. Un vrai produit. Donc, alors c'est une puce, hein, donc c'est pas un produit que tu vas pouvoir acheter demain. C'est un produit qui est vendu à des fabricants de hardware. Ce qu'ils ont proposé ici, c'est la première version de la puce, donc c'est les démonstrateurs. C'est ce que quand on est fabricant hardware, on s'achète en se disant je veux comprendre comment ça fonctionne, je veux voir comment ça fonctionne, avant après de passer une commande d'une puce qui va vraiment être adaptée exactement à mes besoins. Donc c'est la première étape de la commercialisation de ce type de produit. Là, ce qui vise maintenant, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas Thierry, c'est des gens qui vont concevoir des produits, qui vont tester ces puces-là, qui vont se dire bah oui, ça me permet de faire ceci, donc je vais l'intégrer dans mon produit. Donc dans un deuxième temps, je vais commander une puce finalisée et puis je vais sortir le produit commercialisé grand public qui là arrivera peut-être d'ici un an. Voilà, on a des idées en Belgique aussi. Mais bien sûr. Voilà, il faut pétrole, on a des idées. Exactement, mais il faut. Enfin, si, il y en a du pétrole. Il y a des stations-service dans tous les coins. Je peux te dire qu'il y a du pétrole. mais voilà, c'est important de le dire aussi, de le faire savoir par la même occasion. iMake, c'est belge. Ça me fait rire le nom quand même. Il faut pas exagérer. Oui, mais voilà, mais c'est un petit peu ça aussi. Tu sais qu'on a envoyé dans l'espace, Thierry, un satellite qui s'appelle TRAPPIST. Hein, donc c'est pour te dire, ceux qui aiment la bière pourront comprendre mon avis. Mais oui, j'avais tout de suite fait le lien. Donc c'est ça. Dès qu'on a une découverte en Belgique, il faut qu'on lui donne un nom un peu spécial, soit un nom de bière, soit un truc comme ça. Enfin, voilà, c'est comme ça. C'est notre côté, notre côté belge, tout simplement. On passe à la suite. H comme... Oula, je perds ma voix. Hackers, Thierry. Quand les hackers se font hacker, c'est intéressant aussi, quelque part. Oui, et puis c'est peut-être un autre titre que j'aurais dû utiliser, c'est quand les hackers se mettent à faire des tutos.
parce que on parlait avant effectivement du burn-out, du travail répétitif, des pirates informatiques, des hackers. Mais tout ce petit monde, il doit apprendre à manipuler ces outils, à utiliser les techniques et autres astuces pour pirater, par exemple, des ordinateurs. Et c'est l'équipe de cybersécurité d'IBM, elle se fait appeler l'IBM X-Force. Tout un label, voilà, qui sont tombés il y a quelques jours, hein, c'est tout frais comme info, ils sont tombés sur une de ces fameuses vidéos de tutoriels de hackers iraniens. Donc déjà le truc amusant, c'est que on apprend que les hackers, c'est un internaute comme les autres, hein, il compulse des vidéos sur internet, il écoute peut-être les podcasts des technos, il se documente, hein, il se renseigne, il s'informe en ligne, mais il est aussi lui-même générateur, producteur de contenu, puisque la vidéo dont fait mention IBM est une vidéo assez longue, hein, qui montre en fait, par le biais de capture d'écran, comment pirater des comptes de chez Yahoo et de chez Google, je crois, sauf erreur, sur plusieurs étapes, plusieurs manips à faire. Puis, manque de peau, et bien, ça a aussi permis de voir comment pirater ces comptes. C'est très bien documenté, mais surtout, ça a impressionné. C'était aussi le constat qu'ont fait nos amis d'IBM. Ils disent c'est tout simplement incroyable de constater leur habilité à entrer et sortir de tous ces comptes de messagerie différents et d'en organiser l'exfiltration. Donc il y a une espèce de forme de respect, même si dans l'absolu c'est un peu bête pour nos copains iraniens, puisqu'effectivement ils se sont fait prendre la main dans le sac. Voilà, c'était simplement pour vous dire qu'il n'est pas nécessaire, chers amis futurs hackers, d'aller sur le darknet pour trouver tout ça, puisqu'effectivement, sauf erreur, c'était une vidéo YouTube qui était non référencée, sur laquelle tout ça était posté. Et je pense que, comme l'a dit un de mes amis internautes au Canada, on trouve des tonnes de films sur YouTube, hein, il suffit de bien chercher. Alors, je vous incite pas au piratage, attention, mais il y a des films qui sont tombés dans le domaine public. Dans le domaine public, mais malheureusement à côté de ça, il y a des petits malins qui copient des œuvres et qui les mettent à disposition. Je suis toujours épaté de savoir qu'elles sont là à disposition, qu'elles sont relativement facilement accessibles, quand on sait à quel point les algorithmes de YouTube sont efficaces pour identifier justement des choses sur lesquels on n'a pas forcément les droits. Je pense à l'environnement sonore, à la musique ou ce genre de choses. Je suis toujours épaté de savoir qu'est-ce qui peut encore traîner sur YouTube. Voilà, c'était une petite news sympa pour vous dire que, en Iran, les hackers utilisent les moyens modernes de communication. Bien sûr. Quand tu vis dans un pays sous embargo depuis autant de temps, tu développes à un certain moment quelques habilités qui te permettent de sortir de l'ordinaire, on va dire. Exactement. C'est un peu, c'est un petit peu le résultat aussi. Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît. Oui, non, c'est intéressant, effectivement. Je suppose que ça va aussi donner quelques informations aux équipes de Google et de Yahoo pour renforcer un petit peu la sécurité de leur système. Peut-être. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'on ne parle pas trop des techniques utilisées, on parle de phishing, hein, il y a deux, trois pistes, mais on n'a pas ces 5 heures de vidéo résumées pour nous dire exactement comment il faut faire. Mais ça a l'air assez simple, donc ça fait un peu peur quand même aussi. Affaire à suivre ou pas, ça reste exactement, à voir. Exactement. On était les lettres P comme photo. Bah oui, quand Benoît est dans le coin, forcément, on parle soit cuisine, soit architecture, soit photo. C'est souvent comme ça avec Benoît. Et d'autant qu'il y a eu des annonces ces derniers temps en matière d'appareils photo. 2 nouveaux hybrides chez Canon, par exemple. Voilà, et un nouveau chez Nikon, parce que les sorties sont un petit peu se suivent et ne se ressemblent pas. Canon qui avait attaqué le marché de l'hybride avec des modèles qui étaient plutôt bas de gamme, moyen de gamme on va dire, le R et le RP, donc qui étaient des boîtiers qui se voulaient relativement à bon prix. On se disait c'est quand même un petit peu surprenant, ils vont quand même à un moment arriver avec des boîtiers un petit peu plus haut de gamme, surtout qu'ils avaient sorti des objectifs qui étaient
plutôt haut de gamme. Donc c'était un petit peu surprenant l'espèce de mismatch entre les deux. Oui. Et voilà, les boîtiers plus haut de gamme qu'on attendait pour les Jeux Olympiques de Tokyo, mais les Jeux Olympiques vont prendre un petit peu de retard, viennent de sortir, le R5 et le R6. Donc, qui sont les petits derniers dans la gamme R, donc qui est la gamme des hybrides, des boîtiers à objectifs interchangeables, mais qui ne sont pas des réflexes, et qui sont en fait deux modèles qui quelque part se placent à peu près sur l'équivalent du 5D dans la gamme réflexe de Canon. Donc des boîtiers professionnels, très quali professionnels, mais en même temps restant à une gamme de prix qui permet à un amateur de s'équiper, un amateur fortuné de s'équiper, ou qui permet à un professionnel d'avoir plusieurs boîtiers, mais en tout cas quali au niveau de l'image, etc. Pas de compromis majeur en termes de qualité d'image, on va dire. D'accord. Donc le R5, c'est le modèle qui est un peu l'équivalent du 5D, et le R6, c'est le modèle un petit peu moins cher dans la gamme, Oui. qui vise un petit peu plus pas le grand public, puisque ça, ils avaient déjà couvert avec le RP, mais un modèle quand même un petit peu plus abordable. Pour donner une idée, le R5 va être à 4 500 €, alors que le R6 sera à un petit peu plus de 3 059 €. Donc des tarifs qui sont pour photographes passionnés, quoi. Ouais. On est proche des tarifs pour faire une comparaison de choses qui existent depuis un petit temps maintenant, des pleins formats de chez Panasonic par exemple, le S1 par exemple, on est dans les mêmes tarifs, quoi. Oui, parce que c'est clairement tous les acteurs sont en train de se positionner sur ce marché-là et sortent leur boîtier autour de... sont en train de construire leur gamme de la même façon qu'ils ont des gammes réflexes, ils vont construire des gammes hybrides en fait. Ouais, c'est ça. Et à côté de ça, on a Nikon qui sort son 4e hybride et son 3e hybride plein format, le Z5. Et là, c'est l'inverse. Là où les Nikon avaient démarré plutôt en haut de gamme, eh bien maintenant ils arrivent avec un boîtier, alors certes avec un capteur 24-36, donc un capteur de plutôt grande taille, mais quand même à une gamme de prix qui se veut un petit peu plus abordable, et donc un boîtier qui fait quelques petites concessions. Le viseur électronique reste le même que sur les Z6 et Z7, les modèles plus haut de gamme, mais par contre l'écran va avoir une définition plus faible, le capteur est un petit peu d'une bonne résolution, à 24 millions de pixels, mais là où le Z6 a un capteur dit rétroéclairé, donc un capteur qui va obtenir plus de lumière en fait, qui va mieux capturer la lumière. Là, on est sur un capteur un petit peu plus classique. Le petit écran qui a été placé qui est sur le dessus du boîtier, qui est très très pratique, il coûte un peu cher, donc il est supprimé. Et donc tout ça pour avoir un boîtier qui soit un petit peu plus abordable, puisque là, on est quand même sur une gamme de prix différente, puisqu'on est à 1900 € en gros. Donc quand même un bon billet de 1000 en moins, quoi. Par rapport au modèle de chez Nikon. Je voyais double carte SD sur ces appareils-là. C'est pour des appareils de ce prix-là. C'est quand même à noter parce que voilà. En général, on rencontre ça sur déjà des appareils un peu plus coûteux, un peu plus professionnels aussi. Parce qu'on le sait tous, la carte SD, c'est pas non plus la panacée. On est un petit peu obligé de l'utiliser, mais c'est pas le support le plus fiable qui puisse exister. Donc voilà, le fait d'avoir une double carte, ça peut garantir certains shootings. La fiabilité des cartes, juste un petit détail, c'est vrai qu'il y a des cartes de bas de gamme et qui posent des problèmes. Il y a un problème de solidité de la carte SD parce que c'est des cartes tout en plastique, donc elles peuvent casser assez vite. Mais par contre, si tu rencontres ou si certaines personnes rencontrent des problèmes avec des cartes, moi, ce que j'ai souvent remarqué, c'est parce que ce sont de vieilles cartes. Il faut oublier qu'une mémoire flash, ça a un nombre limite d'écriture qui est possible dessus. Et donc, c'est vrai que si on s'est acheté une carte flash il y a 5 ans ou il y a 6 ans, quand on a acheté un boîtier, et puis on l'a fait passer de boîtier à boîtier en se disant je fais une économie, la carte, elle commence peut-être à être un peu usée. Oui, et ça vaut peut-être la peine de se dire, ok, il est peut-être temps de remplacer la carte en même temps que le boîtier. L'utiliser sur des trucs un peu moins touchy, voilà. Et c'est vrai, t'as raison, il faut faire un peu attention à ça aussi, quelque part, ou utiliser des enregistreurs externes. La vidéo, par exemple. Parce que la vidéo, ça écrit tout le temps. Ça réécrit souvent sur la carte, et donc du coup, tu vas souvent vider ta carte et le refaire. Et alors, il n'y a pas de miracle, c'est de la flash, donc à un moment, ça le fait plus, quoi.
Oui. Et c'est inconsommable, une carte flash. En même temps, quand on a les moyens de se payer un appareil à 3 000, 4 000, 5 000 euros, on peut se payer des cartes flash. Voilà. Des cartes neuves. Ouais. Systématiquement, tu vois, c'est comme les vieux films. Celle-là, je m'en suis servi, je la jette. Ou je m'en sers comme cale-porte, ou enfin voilà. Non, mais sans rire, voilà, c'est quand même, on l'a déjà dit 1000 fois, mais quand on fait de la vidéo, de la photo, etc., une fois qu'on a capturé une image, il faut essayer de la conserver le plus longtemps possible. Donc, l'archiver, la mettre sur des serveurs, enfin voilà, le cloud, ça peut servir aussi pour stocker. C'est pas un device de stockage, la carte SD, c'est juste le temps de la transférer dans l'ordinateur. Hein. C'est comme ça qu'il faut le voir aussi. Donc voilà. Donc de bonnes nouvelles côté photo chez Nikon et Canon, deux vieilles et grandes marques. Oui. Je veux profiter de remercier notre ami Benoît pour 3 raisons, parce que ce soir, aujourd'hui dans ce numéro des Technos, il a parlé de la Suisse, il a parlé un petit peu de green et d'économie et puis ce genre de choses. Puis il a parlé de photos et je ne résiste pas à l'envie de te parler peut-être de quelque chose que tu connais. Si je te dis Benoît, I'm back, ça te dit rien? I'm back. Alors c'est l'espèce de dos là qu'ils mettent sur les. Voilà, exactement. Il est suisse, ce dos. Il a été lancé par une start-up suisse-italienne, une tessinoise, pour parler plus précisément. 99,9% des appareils du marché sont supportés avec ce boîtier, donc Nikon, Canon, Pentax, Olympus, Minolta, Leica. Ils cherchaient 10 000 francs suisses, ils en ont enlevé pratiquement 1,5 million. Et le Hamback est en train de cartonner, ils ont déjà vendu 2000 pièces. Et ça va faire plaisir à plus d'un. Ça me fait envie de ressortir mes vieux boîtiers, puisqu'effectivement, ce dos vient sur un boîtier analogique et le transforme en numérique. Ils ont même poussé le vice à mettre une entrée micro. Et en gros, vous pouvez faire de la récup et du recyclage de vos anciens boîtiers photo, puisque vous pouvez le transformer en numérique. C'est juste bluffant. J'ai plus le positionnement de prix de ce genre d'appareil. On peut faire du RAW, on peut faire du JPEG, et puis bien évidemment, il y a un petit écran tactile qui vient avec le truc. C'est juste bluffant. C'est une super bonne idée et ça donne envie de ressortir des vieux boîtiers pour le coup. Et donc, il est financé, là, le projet I'm back Oui, alors plus que financé, D'accord. Ça y est, à ce jour, 2000 pièces ont déjà été commandées et seront livrées avant la fin de l'année. Et ça continue puisque leur campagne, ils avaient juste un petit objectif de 10 000 francs et ils ont quasiment 1,5 million qui est rentré en caisse sur leur Indiegogo. C'est vraiment le carton. Et c'est une petite boîte suisse, voilà, tessinoise, qui on en parlait déjà. De ce il me semble qu'on avait parlé avec toi, Benoît, il me semble, mais je ne suis pas sûr, mais c'est parce qu'on avait déjà parlé à la Photokina 2018. De ce projet et c'est marrant de voir que finalement ça aboutit. On est mi-2020 et c'est quasiment fait. Ça va peut-être ça va réveiller peut-être pas mal d'appareils qui dorment sur des étagères, voilà, et des vieux objectifs aussi, parce que ça on en parle peu. Alors, on fait une digression photographique pour le coup, mais se saisir et aller récupérer de vieux objectifs, ça peut servir aussi en faisant de la photo numérique, puisqu'il existe des bagues maintenant qui permettent d'associer de vieux objectifs sur les montures actuelles et autres. Et là aussi, il y a moyen de faire des découvertes, de faire des choses un petit peu originales qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour pas très cher finalement. Et donc ça, c'est intéressant de le savoir aussi. Mais là, ça c'est un truc, ça donne envie, quoi. Enfin, on va voir. On verra. Juste encore une petite parenthèse par rapport à la photo. Avec le confinement et tous ces gens qui se sont mis à faire des visioconférences, etc., il faut le savoir, Canon, et je pense que c'est Panasonic aussi, ont sorti des petites applications qui permettent de transformer votre appareil photo en webcam. J'ai vu ça chez Canon. Alors, c'est pas tous les appareils, je pense que c'est... la sienne pour le mois d'août. Ah ben voilà, donc tout le monde s'y met. Je pense qu'ils s'y mettent tous en fait. Ouais, mais c'était assez logique et c'était attendu. Fujifilm a aussi une solution. Bah voilà. Fujifilm a une solution hardware, donc ils ont même des boîtiers maintenant que tu peux. Certains de leurs derniers modèles, tu peux directement les connecter en USB. Ils sont tous jetés dans la brèche et ils ont quelque part bien raison. Et ça fait notre affaire aussi, quelque part, de pouvoir utiliser ce type d'appareil pour faire ce qu'on fait là, par exemple, chaque semaine. Donc voilà, autant le savoir. Canon, tu l'as dit, Fuji,
Panasonic également, mais sur des appareils un peu haut de gamme, GH5 et plus, je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, autant le savoir, autant le noter quelque part. On avance dans cet épisode. Vous voyez, il y a des choses à dire et comme on est bavard en plus, ça prend du temps. T comme Twitter, ça c'était aussi la news. C'est pas de cette semaine-ci, c'est la semaine passée. C'est déjà un petit peu plus ancien. Ces comptes de gens connus et réputés qui ont été piratés afin de récolter un peu de pognon par le biais des crypto-monnaies. Thierry, on a l'explication de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce c'est possible. Oui, on revient à la bonne vieille méthode, l'humain entre deux, puisqu'effectivement, non, c'est pas des comptes qui ont été piratés. Oui, alors au final, oui, on a piraté ces comptes, mais il fallait, je crois qu'il y a un terme, l'homme dans la place, man in the place, enfin, je sais plus comment le terme exact. Il fallait effectivement l'aide de quelqu'un dans les murs de Twitter et c'est chose faite. Alors, au-delà de ce qui s'est passé, il y a eu des comptes très célèbres qui ont été piratés, il y a eu de l'argent. Il y a nos amis de Coinbase qui nous ont dit on a réussi à freiner le truc. Il y a seulement 6 personnes sur 13 qui étaient concernées, qui ont malheureusement perdu de l'argent dans cette histoire, puisqu'il y avait un peu de rançon. Mais on a tout de suite pu fermer les vannes et parer au plus pressé pour éviter le pire. Tout ça est arrivé grâce à l'aide ou à cause d'une personne dans les murs de Twitter qui a réussi à se faire, charmer par ces hackers à grands coups de moyens financiers. Donc ça amène une réflexion qui va au-delà du phénomène du piratage. Tous les grands noms auxquels on pense ont eu droit. Même les grands comptes comme celui de chez Apple est passé au crible de ce piratage. Eh bien en fait, ça amène la réflexion de se dire jusqu'où on va pouvoir faire confiance à l'être humain, puisque cet employé, là on parle d'une personne, mais peut-être qu'il y en a plus, on ne sait pas trop, de chez Twitter, a réussi à se faire amadouer par les hackers à coup de pognon et a réussi à filer en fait l'accès à un outil de gestion de compte, à un outil interne. Donc il fallait déjà connaître fallait déjà être au courant que cet outil existe, mais en plus, il fallait pouvoir mettre la main dessus. Donc il est facile, ou il est encore possible aujourd'hui en 2020 de payer quelqu'un à la personne à l'intérieur d'un système pour qu'il nous aide à pirater tout ça. Moi, c'était ça qui m'avait interpellé dans cette news, c'est de se dire, ok, ouf, les structures informatiques, techniques de Twitter sont safe, sont sécures. On a vu ce qu'ils ont fait avec le filtrage de certains tweets dont on ne citera plus les origines ici. Mais, il est encore possible en 2020 de pirater ces systèmes infaillibles, parce qu'il suffit de parler à un être humain et puis de le soudoyer. Et ça m'amène quand même une méchante réflexion de me dire, on s'en sortira jamais, puisque c'est toujours le maillon faible, l'être humain. Oui, c'est des vieilles formules. On a l'impression que c'est les mêmes formules qui sont utilisées depuis l'espionnage, la guerre froide et machin comme ça. C'est soudoyer quelqu'un, le faire chanter peut-être aussi, le compromettre. Ce sont toutes des méthodes qui ont été utilisées pour obtenir des informations et qui sont sans doute encore utilisées aujourd'hui. La preuve, mais à d'autres fins, quoi. C'est sans doute la solution la plus simple quelque part que de chercher ça fonctionne aussi comme ça, simplement en marchant dans les pas de ceux qui nous ont précédés d'une autre manière. Je sais pas ce que t'en penses, Benoît, mais on a tous lu des romans d'espionnage et ça ne surprend plus, quoi. Bah non, comme tu dis, Marc. Tout à fait. Mais c'est marrant que ce soit. Alors après, ça étonne parce que on voudrait bien que ce soit informatique, on voudrait bien que ce soit très technologique, très compliqué, machin, etc. Parce qu'on est déformé, tout simplement. Alors que c'est des fois tellement simple d'obtenir un renseignement en soudoyant quelqu'un ou simplement même en lui payant un bon repas.
ou une petite amie, que sais-je. Donc voilà. T'es en train de dévoiler toutes les astuces qu'il faut dire. Ah ouais, mais mais les bibliothèques en sont pleines de ces astuces. Oui, voilà, j'allais dire. Non, mais sans rire, ces astuces, vous les trouvez maintenant, parce qu'on a l'impression que quand on lit un livre d'histoire ou un roman qui se passe durant la guerre froide, etc., que tout ça, on peut le dévoiler maintenant parce que finalement c'était le passé, c'est fini, machin, etc. C'est des méthodes de travail pour plein de gens. Hein. Alors, si vous avez envie d'apprendre les méthodes de travail d'antan, je vous parle des années 50-60, je vous invite à aller voir une série qu'on trouve sur Netflix qui est une coprode faite avec Arte, qui paye pas de mine, mais qui est vraiment très très prenante, qui est vraiment passionnante. Ça s'appelle Au service de la France. Ah oui. Le décor, l'ambiance, les costumes et la cigarette omniprésente, hein, puisqu'elle elle était là dans ces années, font qu'on s'y croit. On s'y croirait, et puis on est plongé dans ces années. Et c'est les aventures d'agents secrets français. C'est à mourir de rire, c'est très fin, c'est très bien fait. Allez voir, ça s'appelle Au service de la France. C'est délicieux. Oui, enfin, c'est pas non plus en se mettant à fumer des clopes que vous allez arriver à pirater quoi que ce soit. Pardon, Benoît ? C'est par le même scénariste que Rio ne répond plus. Oui, d'accord. Voilà pourquoi. C'est un peu ce côté décalé. C'est un petit peu ce côté décalé, avec beaucoup d'autodérision. Ce qui, sans vouloir vexer personne, n'est pas souvent présent dans le cinéma français. Et c'est très très bien fait. C'est une très belle série, effectivement. Voilà. On parle de tout. J'ai quelques collègues français à qui je l'ai conseillé et qui ont adoré. On parle de tout chez les on parle de tout chez les technos, de cuisine, de photos, de cinéma. C'est la vie. La techno, c'est la vie. C'est la vie. Les technos, voilà, c'est ça, c'est la vie, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça. On parlait de visioconférence, tiens, la lettre Z comme Zoom, on parle encore de Zoom. Je pense que c'est la lettre qui est revenue le plus souvent durant les 3 ou 4 mois qui viennent de passer, parce qu'on a régulièrement parlé de Zoom, mais pas quand bien, il faut bien le reconnaître. Il faut dire que tout le monde s'est précipité sur cette application qui, on le répète une fois de plus, fonctionne très bien. C'est bien étudié, c'est bien pensé, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est quand même une grosse passoire à donner et à information sur les gens qui l'utilisent, et c'est ça qu'on reproche à Zoom souvent. Zoom se met au hardware, Thierry. Oui, tout à fait. On va faire très court, hein. Je ne vais pas non plus les encenser avec cette news, même si on pourrait quand même parler de leur succès notable d'être passé de 10 millions à 300 millions d'utilisateurs avec la crise du Covid. Hein. Ça, c'est la réalité du terrain. Système tellement simple, tellement facile à installer, tellement pratique qu'il a été adopté par plus d'un, mais aussi interdit par beaucoup d'États, d'organisations et de sociétés, puisqu'effectivement, c'est pas non plus la panacée côté sécurité. Mais la news que je vais traiter de façon très très courte m'a fait méchamment sourire. C'est que Zoom sort un hardware et en fait un système. Est-ce que c'est un écran, une tablette, un ordinateur ? Vous appellerez ça comme vous voulez. Ça vaut quand même $600 pour pouvoir simplement faire du Zoom. Donc voilà, on aurait pu faire un oui mais non avec ça parce que je ne comprends pas l'intérêt de dédier un appareil. Est-ce que c'est une stratégie qui annonce après derrière des devices ? On l'a vu avec Skype, avec certaines caméras, certains écrans connectés, mais avec l'avantage, c'est que cette technologie, celle de Skype, peut venir s'immiscer, s'intégrer dans des systèmes existants. Là, non, on est dans un truc propriétaire. Alors, moi, je ne vais pas dépenser les $600 pour m'acheter cet écran, puisqu'effectivement, je pense qu'il y a bien plus que de quoi faire du zoom dedans. Mais là, c'est mon côté mauvaise langue qui me fait dire ça. Ceci dit, je vais être un peu l'avocat du diable sur le coup. Tout le monde n'a pas envie de faire de l'informatique. Je mets des guillemets. Quand on dit faire de l'informatique, c'est dire prendre un ordinateur, installer une application, brancher une caméra, un micro, etc., etc. Tout le monde n'a pas envie de faire ça. Tout le monde n'a pas le temps de le faire. Et je pense que ce qui fait le succès, parce que il n'y a pas que Zoom qui fait ce genre d'objet. Je pense que Logitech a aussi des choses dans leur gamme qui permettent de faire de la visioconférence. Enfin, il y a des marques qui sont spécialisées là-dedans pour faire de la visioconférence de manière pratique. C'est-à-dire qu'on pose un objet au milieu de la table, on pousse sur un bouton et ça marche. Voilà, point barre. Je pense qu'il y a un marché pour ça, et même à 600 boules. Je pense qu'il y a un véritable marché pour ça, parce que tout le monde n'a pas envie ou le temps de faire de l'informatique. Parce que, de nouveau, faire de la visioconférence en entreprise, tu le sais bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire appel à un service informatique. Donc, tu vois, il y a toute une mise en place à faire, tandis que là, l'objet, il existe. C'est un petit peu comme le projecteur vidéo. C'est disponible dans la salle de réunion, c'est posé, on pousse sur le bouton, ça marche. Voilà.
Moi, je pense qu'il y a un vrai marché pour ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît, mais voilà. C'est mon avis. Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai qu'on n'est pas public cible, on va le dire c'est comme ça. C'est ça. Oui. Ça s'adresse sans doute à un public moins au fait de la technologie, qui a peut-être moins envie de mettre les mains dans le cambouis, et d'aller... Parce que si je lis, je découvre rapidement la news, mais il y a quand même 8 micros, 3 caméras, donc il doit y avoir une certaine logique de suivi de sujet, de sources. Et bon, voilà, notre ami Marc, il est né avec une table de mixage sous les doigts, et là, il est en train de se faire plaisir et de nous faire plaisir, mais il y a des gens qui veulent juste que ça marche, quoi. Ils n'ont pas envie d'avoir à faire ce genre de démarche. Même quelqu'un qui sait faire, de temps en temps, a envie de prendre des congés. C'est-à-dire, tiens, finalement, ce truc, ça marche, j'ai juste besoin que ça fonctionne. Mais c'est vrai, on n'a pas tout le temps envie de faire de l'informatique, voilà. Et si ça fonctionne bien en plus, il y a juste à s'incliner et à dire, voilà, ça ne fera jamais tout. On est d'accord, tu ne feras pas une émission, tu ne feras pas un podcast des technos avec cet outil, mais tu feras certainement, peut-être, en tout cas je l'espère pour eux, de très très bonnes conférences ou réunions entre collègues qui ne peuvent pas être au même endroit au même moment pour toutes les raisons qu'on connaît aujourd'hui, et que ça va faciliter les choses, que ça va être plus fluide, plus agréable à faire, qu'on ne se posera pas la question 10 000 fois de savoir est-ce que vous m'entendez, est-ce que machin, etc. On a tous vécu ça, il y a des vidéos à mourir de rire qui circulent sur YouTube, où il y a un sketch comme ça, je ne sais plus qui a fait ça, mais c'est très très drôle, où tu as 5 ou 6 personnes dans une salle, mais ils font comme s'ils étaient en visioconférence, c'est-à-dire qu'il y en a un qui bouge les lèvres, mais il n'y a pas le son, il y en a un qui est en dessous de la table, parce que voilà, il n'est pas bien cadré, donc il s'est mis au bord de la table comme ça. Il y en a un qui rentre et qui sort sans arrêt de la salle de réunion. Enfin, voilà, c'est tout ce qui est déjà arrivé dans des visioconférences qui sont vraies, qui sont à mourir de rire. Si on peut éviter ça aujourd'hui, en 2020, faisons-le, quoi. Et si ce genre d'outil permet de le faire, moi je pense qu'il faut aller par là. Maintenant, c'est Zoom. Je suis d'accord avec toi. Oui, voilà, c'est ça qui me... Voilà, c'est le truc. On pourra peut-être l'ouvrir et voir ce qui se passe dedans, quand même. Oui, j'ai déjà le tournevis en main, là. Donc voilà, si vous utilisez, si quelqu'un d'entre vous, si vous qui nous écoutez, utilisez ce type d'objet, qui sert... C'est un peu comme un téléphone avant, avec de l'image, finalement c'est ça, quoi. Si vous utilisez ce type d'objet, dites-nous lequel, et si ça marche bien, si vous en êtes content, et voilà. Et comme ça, on aura un avis supplémentaire, on va dire. On arrive à la fin, tout doucement, de ce 266e épisode des Technos. Benoît, avec la lettre W, qui n'est pas un oui mais non. Parce qu'on n'a pas de oui mais non. Non, je pense qu'on s'est un peu planté dans l'ordre. On a dû se dire que W, ça voulait dire oui mais non. Oui, mais c'est ça. Donc, mais voilà. W, c'est toujours à la fin, chez nous. C'est un abécédaire un peu particulier. C'est notre abécédaire à nous. C'est l'abécédaire des technos, se termine par la lettre W. Voilà. Après, il y a des chiffres, tout ce qu'on veut avant, mais le W, c'est ce qui conclut un épisode. Wingcopter. Voilà, 2 fois W pour le Wingcopter et pour le World Economic Forum. Oui, donc le World Economic Forum, c'est cette petite sauterie qui est organisée une fois par an par les puissants de ce monde qui se retrouvent à Davos. C'est le fameux truc où il y a des gens dans la rue qui sont en train de gueuler contre eux. Ils sont dans leur espace à débattre de l'avenir du monde. Et c'est le World Economic Forum sélectionne tous les ans un certain nombre de projets sur lesquels il met la lumière, sur lesquels il va... Voilà, les projets retenus auront l'avantage d'une forme de communication. Et en l'occurrence, ici, ils ont retenu la société Wingcopter qui produit un drone. Et c'est un drone dans une thématique qu'on a déjà abordée plusieurs fois sur les technos, c'est-à-dire le drone pour faire des livraisons. Et leur idée qui est assez originale, c'est une société allemande. Leur idée qui est assez originale, c'est d'avoir un drone qui décolle comme un drone ou comme un hélicoptère, donc qui décolle à la verticale, et puis ensuite qui va replier certaines de ses pales pour pouvoir voler après comme un avion, donc avec des ailes qui vont assurer une certaine portance. Le truc peut quand même se démonter pour pouvoir se déplacer assez rapidement. Ils ont un partenariat privilégié avec UPS pour justement travailler sur de la livraison. Ils sont également utilisés dans certains pays d'Afrique pour livrer des vaccins, des choses pareilles. Et donc l'idée, c'est, je ne vais pas la faire longue non plus, mais enfin, c'est un drone
qui se révèle plus économique en consommation d'énergie et donc qui va pouvoir du coup voler sur de plus grandes distances avec une charge quand même relativement importante pour assurer des livraisons. Voilà. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Enfin, quand ça peut servir à mettre dans la lumière des bonnes idées, autant que ça serve. Hein. Je veux dire, on ne va pas s'en priver non plus. Je parle du World Economic Forum, la sauterie comme tu l'appelais. C'est où Davos encore ? En Suisse. C'est un hommage suisse, en fait, cet épisode. C'était un piège de venir ce soir. C'était écrit. C'est vrai, ça n'arrive jamais à Aurélien en France, par exemple. C'est vrai qu'on ne le chambre jamais, lui. Bon, ben voilà, on est arrivé au bout de cet épisode des technos. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Forcément pas d'épisode, hein, puisque voilà, on fait une semaine sur deux. La semaine prochaine, il y aura un hors-série. On parlera de drones, justement, de drones un petit peu particuliers. On parlera de compétition, de vitesse, de machines un petit peu particulières quand même, qui filent à plus de 200 km/h. Voilà. Et donc on parlera de ça dans un hors-série la semaine prochaine. Et puis la semaine d'après, donc dans 2 semaines, épisode 267. Merci beaucoup Benoît, merci beaucoup Thierry, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à le partager, les pouces, les étoiles, tout ça est le bienvenu évidemment. Passez un bel été une fois de plus et profitez-en un maximum, hein, autant que faire se peut. À très bientôt, salut.